C'est quoi la myasthénie auto-immune? Comme son nom l'indique, c'est une maladie auto-immune chronique qui va affecter la jonction neuromusculaire suite à un défaut de transmission entre le nerf et le muscle. Ce trouble affecte surtout les muscles striés, c'est-à-dire les muscles qui sont à commande volontaire. Elle se caractérise essentiellement par une faiblesse musculaire qui est fluctuante durant la journée, aggravée par l'effort et qui diminue par le repos et suite à une administration des anticholinéstérase. Ce traitement va bloquer la cholinestérase qui est une enzyme qui détruit l'acétylcholine. À quoi est due la myasthénie? On aura des auto-anticorps qui vont aller bloquer les récepteurs de l'acétylcholine se trouvant en post-synaptique. Ces auto-anticorps antirécepteurs sont produits au niveau du thymus, ce qui va donner lieu à une maladie auto-immune à médiation humorale, notamment la myasthénie. Passons maintenant à l'épidémiologie. Cette maladie est considérée relativement rare car elle touche 4 à 6 cas pour 100 000 habitants. Elle est plus prédominante chez la femme et survient sur un âge qui est plus précoce de 20 à 40 ans contre un âge supérieur à 40 ans chez l'homme. Comme on a dit auparavant, l'atteinte est limitée aux muscles striés, ce qui va donner lieu à une fatigabilité à l'effort. L'évolution se fait sur un fond d'aggravation, généralement graduelle, avec des décompensations qui sont fréquentes, qui sont déclenchées par la prise de médicaments, le stress, les infections, etc. L'atteinte musculaire va concerner surtout les muscles oculomoteurs qui seront atteints dès le début, donnant lieu à une diplopie, ophtalmoplégie et un ptosis uni ou bilatéral qui est habituellement asymétrique et qui est très évocateur du syndrome myasthénique. Les muscles postiers de la face seront également atteints, donnant lieu à une diplégie faciale et un faciès inexpressif. Les muscles masticateurs atteints donnent lieu à des difficultés de mastication, une chute de la mâchoire. Les muscles laryngés atteints vont donner lieu à une dysphonie, une atteinte des cordes vocales. Les muscles pharyngés peuvent être atteints également et donner lieu à une dysphagie, des troubles de la déglutition avec reflux des liquides et des aliments par le nez. Une atteinte des muscles extenseurs du cou va donner lieu à une chute de la tête en avant. Les muscles des membres touchés vont donner une paralysie qui va être prédominante à la racine des membres avec des réflexes ostéotendineux préservés et pas d'amyotrophie, sauf dans les formes graves. L'atteinte peut concerner les muscles respiratoires et donne une dyspnée d'effort qui va être de plus en plus sévère et peut évoluer vers une insuffisance respiratoire aiguë dans le stade terminal. L'évolution est notamment imprévisible. Le début est surtout au niveau du territoire céphalique, en particulier les muscles oculomoteurs. Le syndrome myasthénique peut rester localisé dans 10 à 15% des cas, sinon il peut s'étendre aux autres muscles et se généraliser dans les 2 ans qui suivent. L'évolution vers le stade final se fait en absence de prise en charge précoce ou en cas de forme grave, ce qui va donner lieu à une insuffisance respiratoire, des troubles de la déglutition et une tétraplégie flasque, notamment avec abolition des réflexes ostéotendineux et une hypotonie, avec une amyotrophie qui sera prédominante au niveau des ceintures, notamment scapulo-humérale et ceinture pelvienne. À ce stade, on aura une mauvaise réponse aux anticholinéstérasiques et une évolution vers le décès dans un tableau de dénutrition, cachexie, tétraplégie, paralysie labio-glossopharyngée et des bronchopneumopathies d'inhalation. Les complications sont divisées en 2 types de crises. On a les crises myasthéniques et les crises cholinergiques. Dans la crise myasthénique, on aura un sous-dosage où elle peut être due au stress et aux infections. Cette crise donne lieu à des troubles de déglutition, une insuffisance respiratoire aiguë et une tétraplégie. Le pronostic vital est mis en jeu et doit être traité de façon adaptée et urgente par des anticholinéstérasiques, un échange plasmatique. Cet échange permettra de diminuer le taux des auto-anticorps au niveau du sang et une cure par des immunoglobulines humaines. Ces immunoglobulines sont administrées pour but de neutraliser les auto-anticorps. Et on doit également traiter la cause de la décompensation en évitant le stress et en traitant précocement les infections. Puis on a la crise cholinergique qui, contrairement à la crise myasthénique,
est due à un surdosage du traitement. Et en plus des signes qu'on peut trouver dans la crise myasthénique, le patient peut également présenter une hypersalivation, des troubles abdominaux, un myosis et des trémulations musculaires. Le pronostic vital est aussi mis en jeu et doit être traité par l'atropine et la réduction des posologies. L'atropine, c'est un antidote des anticholinésterasiques puisque c'est un anticholinergique. Plusieurs examens complémentaires peuvent confirmer le syndrome myasthénique. On peut faire les tests pharmacologiques, à débuter le traitement chez le patient par du tensilan ou à la prostigmine en injection intramusculaire ou intraveineuse. Si on trouve une amélioration, c'est plus en faveur d'une myasthénie. Sinon, on doit chercher d'autres diagnostics différentiels. Un électroneuromyogramme peut aussi être envisagé. On va induire une stimulation répétitive d'un nerf moteur et on va déduire une diminution des amplitudes des potentiels d'action, ce qui confirme le bloc postsynaptique. On peut chercher les auto-anticorps. On a les anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine qui est très spécifique à 90% des myasthénies. Si on le trouve négatif, on peut chercher des auto-anticorps anti-musca. Ou si on a un TIMOM, on peut chercher les anticorps anti-muscles striés. On envisage une TDM médiastinale ou IRM pour la mise en évidence d'un TIMOM ou d'une hyperplasie thymique. Sinon, on peut aussi trouver un thymus normal dans d'autres cas. Le traitement correcteur est basé surtout sur les anticholinésterasiques par voie orale qui sont toujours indiqués. La posologie doit être de façon graduelle, c'est-à-dire qu'on va commencer par une petite dose et après on va augmenter de temps en temps pour éviter le risque de surdosage qui va donner lieu à une crise cholinergique. Il faut aussi empêcher la crise myasthénique en traitant les infections et en faisant attention au stress et aux actes chirurgicaux et aux prises médicamenteuses contre-indiquées. Le traitement éthiopathogénique est basé surtout sur les corticoïdes qui seront donnés en post-opératoire ou dans les formes graves. Les immunosuppresseurs sont envisagés en cas de corticodépendance ou si on a un TIMOM malin, c'est-à-dire une contre-indication à la chirurgie. On peut aussi envisager des plasmaphérèses et des immunoglobulines si crise myasthénique ou en préparation à la chirurgie. Sinon, la thymectomie si on a une anomalie thymique et parfois elle est même discutée dans les formes généralisées même si le thymus est normal. Elle est plus indiquée dans les 2 premières années d'évolution, sinon les résultats sont médiocres. Merci pour votre attention. Je vous revois dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.